un jingle rock'n'roll pour un sujet en tout cas qui fait rock'n'roller pas mal d'entreprises et de supply chain, le sujet de la RSE, responsabilité sociale et environnementale, qu'on va, durant ces 45 minutes, aborder avec, dans le monde de la pharma, avec Merck, et donc Michael Brochet, qui est Supply Planning Lead Expert, et associé pour cette intervention à Thomas Debu, qui est Head of Supply Chain Transformation au niveau global chez Blue Yonder, donc sur le côté des outils digitaux qui permettent d'accompagner la supply chain et les entreprises dans leur stratégie, ou en tout cas dans leur démarche RSE. Messieurs, je vous laisse la scène pour au moins 30 à 35 minutes de présentation. Merci. Michael. Alors, je m'appelle Michael Brochet, donc je travaille chez Merck, donc société pharmaceutique principalement basée à Lyon. En tout cas, le siège social France est basé à Lyon. Et je suis en charge de toute la partie change, mise en place des process, support, transformation sur la partie supply planning. Bonjour, Thomas Debu, donc chez Blue Yonder. Je suis en charge de tout ce qui est business transformation et définition des nouveaux processus avec nos outils, comment tirer le meilleur parti des outils Blue Yonder et comment transformer votre supply chain. L'objectif de la présentation, c'est surtout de parler de Merck et de sa transformation verte vers une supply chain plus green. L'idée étant que Michael va vous expliquer quelles démarches ils ont entrepris pour diminuer leur CO2. Très rapidement, je voudrais juste introduire Blue Yonder en quelques chiffres pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je vais faire très vite parce que ce n'est pas le cœur du sujet. 1,2 milliard de chiffre d'affaires, un investissement de 1 milliard en R&D pour monter nos outils au dernier standard du marché, voire de les dépasser, puisqu'on va proposer une offre un peu unique, basée sur le machine learning, sur les outils qu'on a déjà. Et puis surtout, plus de 400 brevets qui n'appartiennent qu'à nous, que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. On a à peu près plus de 3000 clients dans tous les secteurs, donc bien sûr on a Merck. On est aussi dans les third parties, dans le CPG, dans le manufacturing, le retail. On couvre l'ensemble du spectre manufacturing ou retail, en fait. JR, Blue Yonder, c'est une société qui a été créée en fait en 85, qui s'appelait JDA, pour ceux qui connaissent encore, et qui a grossi en croissance externe et en croissance interne. Et on a racheté plusieurs entreprises, dont Manugistic, iTour, Red Prairie. Et puis en 2008, on a fait un vrai tournant, en 2018, pardon, on a fait un vrai tournant en achetant Blue Yonder, qui était leader et qui est toujours leader dans l'intelligence artificielle pour la prévision. On a changé de nom à ce moment-là pour montrer qu'on rentrait dans une nouvelle ère. On rentre vraiment dans l'ère du cognitive machine learning. Et puis en 2021, on a été racheté par Panasonic, qui est devenu notre propriétaire à 100%. Et on a aussi Yantrix pour l'order management, et on vient de racheter une autre entreprise qui s'appelle Doodle pour tout ce qui est reverse logistique. Tout ça pour vous dire, en un mot, commençant, on couvre toute la chaîne logistique. On est les seuls à être dans le Magic Quadrant de Gartner pour le planning, le management ou le warehouse management depuis une bonne dizaine d'années, je pense, maintenant. On ne déroge pas à la règle. Et la spécificité de Blue Yonder, c'est qu'on offre une plateforme qui offre une seule UI, une seule base de données et qui couvre toute la supply chain, on va dire, depuis la planification, le manufacturing, les suppliers, jusqu'à la mise en rayon et le picking dans les supermarchés et en passant par les entrepôts. Voilà, c'est ça qu'on offre. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, mais quel est le rapport avec le développement durable, la réduction de CO2? C'est une vision chez nous, on sait combien c'est important, on sait que la supply chain est responsable à la grosse de 50% des émissions de CO2, si vous prenez le spectre global. Et donc pour nous, on se dit c'est pas possible d'être leader sur notre marché et de ne pas être à la pointe sur le développement durable et la sustainabilité. Donc c'est quelque chose qui est porté par notre CEO, c'est porté par l'entreprise. On veut fournir, outiller dans nos outils les entreprises pour les accompagner dans cette démarche-là. Donc on essaie de réduire notre propre empreinte, mais l'idée c'est vraiment que nos outils puissent permettre aux planeurs, aux CEO de prendre des décisions qui sont des décisions de planification, qui sont des décisions d'expédition, d'exécution, mais qui puissent prendre en compte dans leurs calculs des CO2, des impacts sur l'environnement, réduction. Donc
Le transport, bien sûr, la réduction des déchets, que ce soit en production, que ce soit dans la chaîne de fabrication, c'est ce qu'on essaye et c'est ce qu'on apporte. Et c'est ce que Michael va vous expliquer avec l'exemple, au travers l'exemple de Merck. Merci Thomas. Donc Merck, juste petite information, on devait être 3 normalement aujourd'hui. Il y a Roxane Beau qui est notre responsable RSE qui n'a pas pu joindre, donc je représente de toute façon. Si jamais vous avez besoin de discuter, si vous voulez notre expertise, ce sera elle le contact sur la démarche RSE. Donc n'hésitez pas à venir vers moi et je vous donnerai son contact. Donc Merck, qui on est un groupe allemand qui a été créé il y a plus de 350 ans, donc 354 pour être précis, dont le but c'est de servir nos clients sur 3 grands secteurs d'activité. Donc le premier c'est le healthcare, donc le domaine pharmaceutique et biotechnologies, donc c'est là où dans la branche dans laquelle moi je travaille. On a notre branche life science qui est aussi très importante et on est assez réputé à ce niveau-là. Et on a la branche électronique sur laquelle on est assez spécialisé sur tout ce qui est écran. Alors, par exemple, les écrans de télé, les écrans d'ordinateur. Il y a probablement pas mal de composants qui viennent de chez Merck. On est assez spécialisé au niveau des cristaux liquides. Merck France, je vais aller assez vite sur les présentations de la boîte, mais juste pour vous donner une petite idée, donc on a 11 sites en France, dont 4 qui concernent la partie healthcare à laquelle je suis rattaché. On est la 2e filiale de Merck Monde, après l'Allemagne, donc on est quand même assez gros. Notre siège social Merck France, il est basé à Lyon pour la partie healthcare. Voilà. On est plus de 4000 collaborateurs à travailler en France sur nos différents sites de prod et dans nos différents bureaux. Donc, notre cœur d'activité sur la partie healthcare, parce que c'est la partie que moi je représente. Donc, le but de notre activité healthcare, c'est vraiment répondre aux besoins des clients pour toujours essayer, donc, au niveau de notre démarche recherche et développement, au niveau de notre démarche RSE, au niveau de notre service level, on essaye à chaque fois d'être au plus près de nos clients. Donc on a sur chacun des pays sur lesquels on est déployé, donc on est déployé sur 80 pays, on a des équipes qui sont basées dans chacun des pays pour être au plus près des ministères et au plus près des clients qui en ont le plus besoin. Notre expertise, là je rentre dans les parties assez intéressantes, donc toujours côté healthcare, donc on a 4 gros domaines d'expertise. Donc, la première sur l'oncologie et l'immuno-oncologie, donc, sur lequel on investit énormément au niveau des problèmes de cancérologie. Donc, particulièrement sur l'oncologie en ce moment, sur lequel on a développé pas mal de brevets ces dernières années. La fertilité, c'est probablement la partie sur laquelle on est le plus connu du public, parce qu'on est un des leaders mondiaux sur la partie fertilité, donc tous les problèmes de procréation. On a des traitements et on a des moyens pour essayer d'aider au maximum les clients qui souhaitent avoir un bébé quand ils ont des difficultés. 3e domaine, la partie cardiovasculaire et endocrinologie. Donc pareil, on reste quand même assez proche de la cancérologie. Pareil, on investit énormément au niveau de la R&D chaque année, au niveau de la cardio et de l'endocrinologie. Et le 4e, c'est au niveau de la neurologie et de l'immunologie, voilà, sur lequel on est assez connu. On a une marque qui s'appelle Rebif, qui est assez connue dans le domaine de la neurologie et de l'immunologie. Voilà, on rentre dans le vif du sujet, donc notre démarche RSE. Alors, pour vous donner quelques chiffres, donc ça fait maintenant 6 ans, enfin 7 ans aussi, qu'on fait partie qu'on a ce programme qui est en tête. Donc chaque année, on publie un rapport SE avec des objectifs et des engagements qu'on fournit auprès du ministère de la Santé et du ministère de l'Écologie pour avoir un système responsable. Donc que ce soit au niveau de notre production, que ce soit au niveau de notre distribution, que ce soit au niveau de la gestion des bureaux dans lesquels on travaille. Donc je vais aller un petit peu plus dans le détail après. Mais donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on est très engagé. On a une équipe qui en est dédiée, donc Roxane Beau qui est pas là aujourd'hui, qui en est la responsable au niveau France. Et on a une démarche équivalente dans un certain nombre de pays dans lesquels on est implémenté, et particulièrement dans les 3 pays dans lesquels on a nos sièges sociaux. Donc la France, l'Allemagne et la Suisse. Voilà.
Donc, notre démarche RSE, elle répond à 10 des 17 objectifs de développement durable qui ont été publiés par l'ONU. Donc, pour une boîte, c'est quand même assez large. Donc, on a une assez large stratégie avec pas mal d'engagements. Donc, alors, il y a la partie éco-responsable. Donc ça va en concerner une certaine partie. Après, il y a la partie éducation, il y a la partie aide aux personnes à mobilité réduite, il y a la partie gestion de l'énergie au niveau de nos bureaux. Donc tout ça, c'est des engagements qu'on a pris au sein des ministères et sur lesquels on a développé 15 actions qui vont suivre. Donc nos actions phares. Alors ça se développe en trois différentes parties. Donc, il y en a une, c'est pour, donc, comme vous voyez, être au service du progrès humain. Donc, il y a une partie sociétale sur laquelle on a pas mal d'engagements au niveau de l'accès aux médicaments pour les clients. Donc, on a essayé de distribuer, chaque année, on a des campagnes qui permettent de distribuer des médicaments à des personnes qui n'en ont pas les moyens dans certains pays. On a essayé de participer gratuitement à la recherche. Alors, la virologie, ce n'est pas notre spécialité, on est plus dans la cancérologie, mais on a quand même essayé de participer aux recherches qui étaient sur le Covid-19. Donc on a proposé des analyses auprès de laboratoires qui est plus experts sur la virologie. On a proposé certaines de nos molécules qui n'ont pas permis de résoudre, de soigner le virus, mais en tout cas on y a beaucoup participé. On essaye au maximum de lutter contre la contrefaçon. C'est pas facile avec tous les pays comme vous pouvez l'imaginer, mais on essaye au maximum de pouvoir lutter contre. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, on essaye de créer une chaîne de valeur durable. Donc, alors, il y a beaucoup de choses derrière. Il y a l'aide aux personnes qui ont des maladies assez graves, sur lesquelles on fait pas mal de campagnes pour aider ces personnes en difficulté. L'accompagnement des personnes en handicap, entre autres, que ce soit à l'extérieur ou dans nos bureaux. Voilà, c'est quelques exemples. Mais le point sur lequel on va plus se focuser, c'est sur l'empreinte écologique. Donc on a pas mal de certifications ISO 14001 donc, qui permettent de mettre aux normes les sites de production et les bureaux dans lesquels on travaille aux normes écologiques et pour respecter les normes environnementales. On essaye à chaque fois d'avoir des bâtiments qui sont respectueux au niveau de la performance environnementale. Alors, je vous donne juste un exemple, mais vu qu'on fait de plus en plus de télétravail, il y a de moins en moins de personnes qui sont au bureau, donc on a un certain nombre de jours où les gens doivent venir au bureau. Mais vu que les bureaux sont moins remplis, on essaye de réduire les espaces dans nos bureaux en fermant les salles pendant l'hiver pour éviter de chauffer les bureaux quand c'est pas utile. On les réouvre en été parce qu'il y a plus de gens qui viennent au bureau. Mais en hiver, on essaye au maximum de minimiser les espaces pour éviter la surconsommation d'énergie, la surconsommation de chauffage, d'électricité, etc. En termes de mobilité, c'est pareil. On a des gros engagements. On essaye énormément de réduire les venues en voiture. Donc on encourage chacun de nos employés via des bonus et des remboursements d'encourager alors soit l'utilisation des transports en commun, évidemment, mais aussi le covoiturage, plutôt que chacun vienne individuellement avec sa voiture. On essaye d'encourager ça au maximum. Et enfin, le dernier point, donc on a dans chacun de nos pays, en tout cas en Europe, on a une Green Team. Donc on a 16 Green Teams qui existent aujourd'hui. Alors, je vous dis au niveau des pays, au niveau des bureaux, au niveau des sites de production, on a des Green Teams, dont je fais partie, dont le but c'est de réfléchir à des moyens pareils de réduire les émissions de CO2, d'être un peu plus éco-responsable. Alors, on a différents axes. Alors, par exemple, comment essayer d'éviter de jeter trop de nourriture à la cantine, éviter de chauffer les bureaux, encourager pour revenir le plus possible en transport en commun. Moi, par exemple, je suis là, le projet sur lequel j'ai pris le lead, c'est essayer de réduire la consommation énergétique au niveau de nos ordinateurs, au niveau des imprimantes, essayer de plus imprimer quand c'est pas indispensable. Donc voilà, c'est toute cette démarche.
Alors, normalement, c'est un automatisme que tout le monde devrait un petit peu avoir, mais on pense que pour ceux qui ne se sentent pas trop concernés par ces démarches-là, on pense qu'en faisant de la communication, en mettant en place ces démarches au bureau, déjà, ça va rendre l'entreprise un peu plus responsable. Et deuxièmement, ça va aussi encourager les employés, peut-être essayer de les former un petit peu sur l'idée, pour qu'eux aussi ils prennent des responsabilités quand ils sont chez eux. Voilà, donc ça c'était la partie RSE, et ensuite je voulais vous partager deux types de projets qu'on a. Donc on essaye de réduire aussi au maximum l'impact environnemental au niveau de notre production. Donc déjà, comme je vous ai dit, on a des sites qui sont très aux normes, donc qui sont certifiés ISO. Le deuxième point que vous voyez là sur le slide, c'est un exemple de projet qu'on a fait. Alors juste, on a changé l'emballage de nos produits, donc dans le produit il y a des seringues, etc., ce qu'on appelle des pennes pour pouvoir s'injecter le sérum, mais juste la réduction de la taille de la seringue, la réduction de la boîte et remplacer tous les emballages en plastique, ça a quand même été un projet qui a pris plus de 3 ans. On est encore en train de le déployer, alors sachant que quand on change ne serait-ce qu'un emballage ou le type de seringue qu'on utilise, on doit à chaque fois refaire valider avec les ministères pour faire accepter les nouveaux produits. Et à chaque fois, c'est toute une campagne dans chaque pays pour faire valider ça. Donc 3 ans de boulot pour au final réduire de 35%. Donc évidemment, on a réduit le nombre de boîtes, on a réduit la taille des boîtes, pardon. Donc ça réduit le nombre de palettes, ça réduit l'impact logistique. On a réduit énormément l'utilisation de plastique sur ces produits-là. Et ensuite, au niveau de l'usine aussi, il y a eu des actions qui ont été entreprises pour réduire l'utilisation d'eau quand ce n'est pas nécessaire, ou en tout cas même dans l'utilisation de nos machines, de nos produits, etc., réduire la consommation d'eau et augmenter ce qu'on appelle le water score, qui est un KPI qui permet de pouvoir mesurer l'impact qu'on a au niveau de l'eau rejetée par notre usine de production. Donc ça, c'était un exemple au niveau de notre site de production. Et après, je vais vous présenter, comme Thomas l'a dit, une des principales causes d'émissions de CO2 aujourd'hui, c'est la logistique en elle-même. Donc on a un objectif qui est très engagé, c'est d'être neutre au niveau carbone sur le transport d'ici 2040. En sachant qu'on vise une réduction de 52% de nos émissions de CO2 d'ici 2030. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on a commencé il y a quelques années et sur lequel on a mis le paquet l'année dernière, donc sur ce programme-là. Alors, ça se développe sur plusieurs axes. Donc déjà, jusqu'à maintenant, et c'est le cas de beaucoup d'entreprises, on a essayé de réduire beaucoup les émissions, enfin les expéditions par voie aérienne. Et donc, quand on expédie en Asie ou en Amérique, on essaye de maximiser les expéditions par bateau. Donc ça, c'est pareil, c'est un gros chantier parce que derrière, il y a un impact au niveau de la durée de vie des produits. Au lieu d'une expédition qui prend 3 jours, ça prend 4 mois. Donc, au niveau de la durée de vie des produits, on a dû revoir avec les pays les normes d'acceptation des produits quand ils passent les frontières. Au niveau du stock, parce que quand on a des produits qui passent 4 mois dans un bateau, ça a quand même une valeur de stock supplémentaire. Donc on a fait évidemment ces balances pour voir les pros et les cons, etc. Mais on a quand même voulu pousser au maximum l'expédition par bateau pour minimiser l'impact CO2 qu'il y a derrière. Deuxième gros point, alors excusez-moi s'il y a les petits points qui sont en anglais, mais deuxième point, c'est la gestion du réseau. Pareil, on a jusqu'à maintenant, et c'était aussi ce qui était proposé par nos transporteurs, c'était, en gros, on avait un flux de notre site de source vers la destination et on avait quasiment un flux à chaque fois. Aujourd'hui, on fait de plus en plus de multi-drop et de multi-pick-up d'ailleurs. Donc, par exemple, quand on livre dans les pays africains, on fait appel à une compagnie dont l'objectif, c'est quand même de de faire toutes les côtes de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, pour pouvoir délivrer dans les différents pays. Je ne sais pas, je donne un exemple, mais commencer par le Sénégal, puis la Côte d'Ivoire, puis le Togo, etc. Donc, ce qui permet aussi de réduire l'impact CO2, en sachant qu'avant, quand on expédiait par avion, c'était un flux pour livrer sur chacun des pays.
Le troisième, optimisation des chargements, ça c'est pareil. On est sur la cancérologie, donc c'est des produits qui sont quand même assez rares. Donc c'est rare qu'on envoie des camions entiers, des containers. Je ne sais pas dire le mot en français, je suis nul. Mais vous me comprenez. Donc on chargeait très rarement nos palettes ou les camions de nos transporteurs. Parce que donc c'était des produits qui étaient à faible demande. On essaye quand même aujourd'hui de maximiser le chargement, parce que qui dit un camion dit un camion, et peu importe qu'on mette une palette ou qu'on en mette 25, de toute façon l'impact CO2 c'est le même. Donc on essaye au maximum de charger nos camions, quitte à générer un surplus de stock au niveau de nos différents entrepôts. Derrière, c'est pareil, ça a une valeur de stock, etc. Ça a un coût, mais en faisant la balance entre l'impact CO2, la valeur de stock et le coût en termes de transport, on a souhaité aller dans cette direction. Le quatrième pilier, la décarbonisation collaborative. Donc, on a 11 sites de production dans le monde. Mais après, on travaille avec un certain nombre de fournisseurs aussi qui travaillent avec nous, donc une soixantaine de fournisseurs externes, juste sur les produits pharmaceutiques en eux-mêmes, sur lesquels on essaye aussi de les encourager, de les accompagner pour suivre une démarche écologique et pour réduire au maximum l'impact CO2. Alors, il y a le travail avec ces partenaires sur lesquels on travaille énormément. Et après, il y a aussi comment est-ce qu'on peut expédier. Donc, on fait appel à des sociétés de transport, donc DHL par exemple. Et on essaye aussi de travailler avec eux pour minimiser l'impact CO2. Donc, évidemment, c'est nous qui choisissons si on envoie par bateau ou par avion. On a mis en place, par exemple, et ça, c'était pas forcément dans leur roadmap, on utilise le nouveau flux de l'Orient Express pour pouvoir expédier vers l'Asie de l'Est. Donc, pareil, pour essayer de minimiser le CO2. Donc voilà, il y a toutes ces démarches qui sont faites par nos différentes équipes logistiques pour essayer de réduire les impacts, non pas que par nous, mais aussi par les personnes avec lesquelles on travaille, les différents collaborateurs. Et enfin, dernier point, l'énergie verte. Pareil, on essaye de travailler au maximum avec des sociétés logistiques qui sont engagées au niveau de la logistique, donc sur du réduction, donc soit qui roulent en bioéthanol, soit des véhicules électriques, soit des véhicules hydrogène. Voilà, donc on essaye au maximum de passer par eux et de minimiser les transporteurs qui utilisent toujours des véhicules à essence, à gasoil, etc. Voilà, ça c'est nos 5 piliers et vraiment on mise beaucoup là-dessus pour continuer sur notre démarche et pour arriver à une neutralité carbone d'ici 2040. Et dernier point, juste pour vous donner une petite information sur où est-ce qu'on en est depuis qu'on a commencé ce programme. Donc en sachant qu'il va encore aller pendant les 17 prochaines années, et on va continuer, et même au-delà d'ailleurs. Mais juste le fait d'être passé des expéditions aériennes vers les expéditions par bateau, on a réduit de 6000 tonnes nos émissions de CO2. Donc vous voyez, il y a un petit graphe, hein, donc avec l'expédition par bateau et les expéditions par air. Donc on a quand même pas mal réduit. On veut y aller davantage. Alors il y a des expéditions par avion sur lesquelles on n'aura pas le choix. Quand c'est soit des vraiment très très petits volumes où il faut qu'on expédie que quelques boîtes, ça n'a pas de sens d'expédier ça par bateau. Mais aussi et surtout quand il y a des urgences. Donc, société pharmaceutique, l'objectif numéro 1, c'est de satisfaire 100% de la demande. On ne peut pas être en rupture de stock sur des produits pharmaceutiques, qui plus est sur de la cancérologie, de l'immunologie, etc. Donc, quand c'est nécessaire et qu'on est à des difficultés au niveau de notre supply, on est obligé d'expédier par avion, mais on essaye quand même, et on va en parler un petit peu, mais via les logiciels, d'essayer d'anticiper au maximum les risques qu'on a au niveau de notre supply, que ce soit au niveau de la prod, que ce soit au niveau de la distribution, au niveau de la qualité. Donc normalement, de plus en plus, on arrive à anticiper pour pouvoir produire suffisamment à l'avance et pouvoir expédier par bateau quand même. Et puis ensuite, comme je disais, l'utilisation des biocarburants, une réduction de 1600 tonnes de CO2 par nos transporteurs, et puis une optimisation de la reverse logistique. Avant, la reverse logistique, c'était un petit peu comme quand
on commande sur un site internet et qu'on n'est pas satisfait du produit, on renvoie le colis et puis en fait le colis c'est un flux individuel. Donc on essaye de réduire ça maintenant, on essaye de consolider les produits sur lesquels on a besoin de faire des retours et pareil de charger au maximum une palette, un container, un camion, etc., etc. Voilà, c'était notre partie écolo du jour. Merci Mickaël. Moi j'ai une première question pour initialiser. On a beaucoup parlé de la réduction de CO2, beaucoup axé sur le transport, c'est quand même la première cause. Tout à fait. Mais le développement durable, c'est pas que le CO2, c'est aussi le sourcing, la préservation de la biodiversité, des choses comme ça. Et je me posais la question, on parle beaucoup de transport, mais il y a tout ce qui est planification, préparation, ouverture, fermeture des lignes, engagement des lots de production. Comment vous gérez ça aujourd'hui? Comment c'est pris en compte? Comment le côté, on va dire, développement durable, impact sur le développement est pris en compte dans tous les jours par toi? Alors, c'est une bonne question. Donc moi, comme on avait dit au départ, je suis responsable de la partie expertise supply planning. Donc on fait un planning sur 2 à 5 ans selon si on est sur du mi-terme ou du long terme, voire même parfois sur 7 ans. Comme j'avais aussi un petit peu expliqué, on a beaucoup de normes qu'on doit valider avec chacun des pays dès qu'on change un flux de transport, dès qu'on change une boîte, dès qu'on change quelque chose. Donc en fait, à chaque fois qu'on décide de passer un produit et d'arrêter de l'expédier par avion et qu'on veut l'expédier par bateau, en fait c'est toute une histoire où on doit faire un planning et on doit valider avec chacun des pays. Alors c'est pas du jour au lendemain on fait un switch, c'est avec chaque pays sur chacun de nos produits, on a des dates qui sont validées auprès des ministères locaux, à partir desquels on a le droit de livrer ces produits via le nouveau flux ou via la nouvelle forme physique. Et voilà. Et donc, à partir d'une certaine date, on n'a plus le droit de livrer les anciens produits et on ne peut livrer que les nouveaux produits. Donc, en fait, on est obligé de faire un sequencing sur toute cette partie-là. Et donc, de dire, par exemple, je donne un exemple complètement au hasard, mais de dire pour mon produit X, aux États-Unis, je vais passer d'avion par bateau et ce sera à partir de février 2024. Pour ce qui est de la Chine, ce sera en août 2024. Pour ce qui est du Japon, ce sera en novembre 2024. Donc on a besoin de refléter ça dans nos outils de planning pour que à la fois, qui dit passer d'avion par bateau, on a quand même 3 mois de lead time supplémentaire, donc on doit quand même anticiper ça au niveau de notre prod. Donc il faut qu'on puisse le refléter dans notre planning, qu'on donne la visibilité au niveau de nos sites de prod, qu'on donne la visibilité à nos planeurs, à nos transporteurs. Et donc pour ça, on utilise le logiciel Blue Yonder qui nous aide bien là-dessus. Merci de nous citer. Et si je peux, j'ai une question complémentaire. Est-ce que ça a changé depuis quelques années la façon de faire le planning? Parce que généralement, les KPI qu'on suit, nos indicateurs clés, c'est être en notif, donc délivrer dans les temps et dans les bonnes quantités. Est-ce que vous avez introduit de nouveaux indicateurs? Est-ce que vous pilotez différemment votre planification? Ouais, tout à fait. Ou est-ce que ça n'a pas changé finalement? C'est juste un indicateur supplémentaire comme un autre? Non, en fait, alors, on a 3 critères qui sont des normes APIX assez standards, enfin on avait jusqu'à maintenant. Donc service, cost, cash. On doit maximiser notre taux de service, générer du cash au maximum et réduire au minimum les coûts. Donc c'est vraiment le truc APIX assez standard, service, cost, cash. Et nous, on a mis un 4e critère au milieu de tout ça, qui est le critère sustainability, donc avec l'impact CO2 qu'il y a derrière. Donc aujourd'hui, quand on prend une décision, et même quand je disais, on a un cas sur lequel on est en risque au niveau d'un marché sur un produit, on a des produits sur lesquels on est leader de marché, donc on peut pas accepter ne serait-ce qu'une unité qui soit en rupture de stock. Par contre, il y en a sur lesquels on est mineur sur le marché. On peut accepter de continuer à expédier par bateau pour réduire l'impact CO2 parce qu'on sait que derrière, l'impact au niveau du marché, il sera acceptable. Donc oui, maintenant, c'est un critère qui est assez important. Et en fait, à chaque fois, maintenant même, au niveau de notre process de planning, de nos process SNOP, etc., ou quand on fait des engagements, tous les trimestres, on fait notre engagement sur nos runs et sur nos engagements qu'on fait au niveau de nos transporteurs et de nos sites. On doit à chaque fois justifier quand on doit faire des expéditions par avion. Donc en fait, on a un budget assez limité au début de l'année et on doit s'y tenir.
Et en fait, à chaque fois qu'on prend sur ce budget supplémentaire pour expédier par avion, on doit se justifier et expliquer qu'il n'y a aucun autre moyen et que voilà, et qu'on n'a pas la possibilité d'expédier par bateau si on veut garantir le service de nos clients. Donc c'était une vraie transformation de la gouvernance de la supply chain et de la façon d'envisager et le transport, la réduction de CO2 Ouais. et la production. Du coup, dans le même ordre d'idée, j'avais deux petites questions, peut-être avant de passer à des questions dans la salle ou ailleurs. C'était sur les ressources. Par exemple, on sait que l'industrie pharmaceutique, il y a beaucoup de plastique pour les pilules, Ouais. il y a beaucoup de boîtes, il y a tout ce qui est aussi sourcing de raw matériaux, des choses comme ça. Vous avez entrepris, alors j'imagine il y a le transport qui se fait de la même façon, Bien sûr. mais j'imagine qu'il y a aussi vous mettez un peu de pression, on va dire, sur vos fournisseurs Ouais, bien pour sûr. qu'ils vous suivent. Ouais, bien sûr. Évidemment. Alors, c'est ce que je donnais comme exemple de slide plus tôt. Donc, par exemple, sur nos produits, on essaye, alors, quand c'est possible, évidemment, parce que quand c'est la petite fiole avec le liquide qu'on va s'injecter, on ne peut pas le mettre dans un truc qui se dégrade, donc généralement, soit un peu de verre, soit un peu de plastique. Mais on essaye au maximum, par exemple, quand c'est un emballage pour une seringue, oui, on essaye de pousser nos fournisseurs ou même de nos sites de prod quand c'est pour d'autres packaging, de maximiser l'utilisation d'un emballage papier et plus d'emballage plastique. Ouais. Parfait. Alors, je change un peu de sujet. On sait tous qu'on a une pénurie de planeurs, c'est un métier en tension, pour ne pas dire plus. On sait la difficulté qu'il y a à recruter des nouvelles personnes, le temps que ça prend à former un bon planeur. Et je me disais, est-ce que le fait d'avoir une démarche de ce type-là, est-ce que ça aide à fidéliser ou à faire... est-ce que ça aide à atténuer la pénurie ou est-ce que c'est un plus? Alors, de toute façon, le planning, on a toujours des problèmes. Et de toute façon, les cas exceptionnels, on en a de plus en plus. Que ce soit un canal de Suez qui soit bloqué, que ce soit un Covid, que ce soit une guerre en Ukraine qui déclenche un gros problème au niveau de la supply. Donc, de toute façon, les planeurs, on en aura toujours besoin. Après, pour répondre à ta question, on essaye de mettre en place le plus possible des outils pour que nos planeurs qui sont aujourd'hui acteurs deviennent seulement décideurs. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ce qu'on met en place, et avec l'utilisation des différents logiciels qu'on a, on essaye de mettre en place des solutions qui viennent nous proposer dynamiquement, donc qui fait une balance en fonction d'un certain nombre de critères, de KPI, qui viennent nous proposer, pour ce flux, pour ce type de produit, on vous propose et on vous recommande d'expédier par tel type de transport, on vous recommande de produire à telle fréquence pour aussi avoir, ça peut être des économies au niveau du stock, ça peut être des économies au niveau des tailles de l'eau, ça peut être de l'augmentation de performance au niveau de nos sites de production. Mais on essaye d'avoir à chaque fois des logiciels qui, au lieu que ce soit des planeurs qui viennent prendre la décision par eux-mêmes de « Ok, en fait, basé sur mon feeling et mon expérience, je pense qu'il faut qu'on parte comme ça, comme ça, comme ça. » Alors, quand c'est des planeurs qui sont très expérimentés, qui connaissent bien leurs produits, ça marche très bien. Dès qu'ils sont remplacés par quelqu'un d'autre qui ne connaît pas le produit, qui ne connaît pas les clients, qui ne connaît pas le transporteur, etc., ça devient une galère. Et donc, c'est là l'objectif d'avoir un logiciel qui puisse permettre de pouvoir venir proposer les best practices. Et ensuite, le planeur est là pour prendre une décision et dire oui, je pars sur cette option parce que les KPI me disent ça. Et donc, ils deviennent décideurs et non plus acteurs. Donc, on a un vrai switch, on a un double basculement en transformation. La gouvernance d'entreprise commence à partir qui prend en compte vraiment le développement et les indicateurs de développement. Et dans le métier, on va dire, du planning, qui est une sous-entité, un switch où on demande aux gens d'être plus en position de décision. Exactement. Et de s'appuyer sur des outils de décision, plutôt, l'expertise qu'on leur demande est en train de changer, parce qu'on leur demande plus une sensibilité globale et non plus une optimisation locale, on va dire, sur une route ou un produit ou une fabrication. Bien sûr. Et si je peux ajouter, comme là, de toute façon, les trois quarts des exposants proposent des outils de machine learning, d'intelligence artificielle, etc. De toute façon, on va dans cette direction. Et donc, l'objectif, c'est aussi que, automatiquement, basé sur l'expérience, le big data, etc., on puisse avoir une recommandation du logiciel qui ne soit pas évidemment autonome et qui puisse marcher sans qu'on puisse prendre aucune décision, mais qui de plus en plus
viennent nous proposer viennent nous faire des recommandations de plus en plus intelligentes, voire même qui font pas partie de notre stratégie auquel on n'a pas encore pensé. Donc on travaille ensemble là-dessus pour le futur de votre solution et ouais, donc pour essayer de développer au maximum ces prochains outils. Donc, on passe bien Next Generation of Planning, on va dire, basé sur l'intelligence artificielle ou le machine learning. Et en même temps, on reste toujours avec une composante de base sur le planning tous les jours d'exécution. Bien sûr, oui, tout à fait. J'ai encore plein d'autres questions. Il y a peut-être des questions ailleurs. Alors, je reviens dans le cadre. Je vois qu'il y a des questions. Oui, bonjour, Yvan Baturon. J'accompagne des grandes entreprises dans leur transformation vers de meilleures supply chains. J'aimerais revenir sur le cas de l'impact du transport de marchandises et l'excellente comparaison de l'aérien par rapport au bateau, où on a un facteur, l'ADEME nous dit, de 70, donc 70 fois plus mauvais pour l'environnement, ce moyen de transport, et vous êtes passé presque en un an de 45-55% à, j'ai l'impression que ça fait du 20-80. Ouais, un tout petit peu plus que 20, mais oui, tout à fait. Ouais. D'accord, donc bravo déjà. Par contre, je ne peux pas m'empêcher d'être prudent sur ce genre d'indicateur parce que ça dépend complètement de l'empreinte environnementale de votre activité essentielle qui est la production. Bien sûr. Et une autre entreprise du CAC 40 s'est rendu compte que comme l'empreinte environnementale de la production était largement supérieure à l'empreinte environnementale du transport, l'augmentation de stock que vous avez cité, l'augmentation de l'incertitude, parce qu'il faut faire des paris sur les ventes bien plus en amont, 4 mois au lieu de quelques jours, et donc se tromper, prendre le risque de se tromper, de devoir ensuite retransporter les produits ou avoir des invendus qui, eux, plombent beaucoup plus l'impact. Je me demandais comment vous faites cette analyse, parce que si on prend par silo, en fait, on peut prendre la mauvaise décision bien évidemment. Par rapport à tout ça. Donc ça, c'est une question pour vous côté Merck, mais aussi côté Blue Yonder. Est-ce que vous aidez les entreprises à se poser ce genre de questions? Merci beaucoup. Tu veux commencer ou j'y vais? Vas-y. Alors ouais, c'est tout à fait vrai. C'est vrai que le stockage aussi et les conditions de production, ça peut avoir un gros impact aussi. Alors en fait, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on a une équipe qui est dédiée à ça, donc qui est quand même leadée par notre équipe warehousing et logistique, donc qui ont la double information au niveau de l'impact CO2 de stockage, du risque de, je sais pas comment on dit, de gâchis. Donc ça, on le mesure évidemment, le risque de gâchis, parce que forcément, on essaye de maximiser, on produit davantage, on expédie davantage, plus de stock. Ça a derrière un énorme coût, comme vous dites, CO2, mais même un coût en termes de produits quand on doit acheter des produits à la poubelle. Donc évidemment que ça fait partie des critères. La production, ça en fait partie aussi. Après, le fait qu'on prenne des initiatives au niveau de la logistique, j'ai envie de dire presque au contraire. Alors, je ne peux pas vous donner des chiffres, mais vu qu'on va expédier beaucoup plus, vu qu'on va expédier des produits par plus grand nombre, on réduit le nombre de campagnes au niveau de notre production. Donc, au lieu de produire 10 petites campagnes et d'expédier 10 palettes, on va produire une grosse campagne de 10 palettes d'un seul produit. Et qui fait qu'au niveau du changement qu'on a à faire au niveau des lignes, forcément, c'est 9 changements en moins, qui veut dire moins de nettoyage des lignes, moins d'eau usagée, etc., etc. Donc, pour moi, ça va dans le bon sens. Et on a de toute façon une équipe qui est en Allemagne, donc qui est je me souviens même plus du nom, mais qui supervise tous les programmes green pour s'assurer qu'on a une coordination qui se fasse bien et qui respecte tous les niveaux au niveau de notre supply chain. Et pour répondre à la deuxième partie, vous avez complètement raison. Alors, notre cœur de métier, c'est bien le software et les logiciels de planification, de transport ou de mise à disposition dans les entrepôts, enfin sans entrepôts et de mise en rayon. Pour autant, on est un peu spécial parce qu'on a une équipe, alors, on n'est pas très nombreux, mais on tient à avoir un point de vue sur la supply chain et sur la transformation. On ne peut pas faire des projets de ce type-là sans transformer l'entreprise. Alors au début, les gens pensent toujours que je suis un petit plaisantin parce que je leur dis ça va vraiment vous impacter.
Mais en fait, pas du tout, parce que chaque fois qu'on touche, entre autres, au planning, on touche au processus de décision d'entreprise, et donc ça casse les silos. Alors je sais que c'est un lieu commun de le dire, mais c'est exactement ce qu'explique Michael, c'est qu'une décision planning, elle a un impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et elle ne peut pas se prendre indépendamment. Donc c'est aussi ça qu'on amène. Alors c'est soutenu par les logiciels, mais c'est soutenu par l'expérience des consultants qu'on a en interne. C'est vrai que vous avez c'est vrai que vous avez abordé l'évolution des outils, de l'utilisation qu'en font les planeurs. Moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a quelque part aussi une révolution culturelle, c'est que le stock, c'est un moyen pour, par exemple, pour ce report de l'air vers le maritime, c'est un moyen et quelque part, ça veut dire que il y a un changement du regard sur le stock et dans le triptyque classique que vous abordiez, hein, service, cost, cash, le stock, il y a des versants positifs quand on parle service. Il y a des versants quand on parle immobilisation du stock. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette perception du stock et de ce qu'il vous permet de faire? Alors, c'est un bon point. C'est vrai que là, dans notre démarche actuelle, le service et l'impact CO2, la sustainability, sont plus prioritaires que le cash. Évidemment, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense qu'on a bien augmenté notre stock de 15% ces dernières années. Essayer d'expédier des palettes, essayer d'expédier des camions entiers, etc. etc. Donc ça a un fort impact. Après, l'avantage, c'est que nos produits, une fois qu'ils sont faits, il n'y a pas de maintenance derrière, donc c'est stocké dans une boîte, il n'y a pas d'émission CO2, il n'y a pas un renouvellement à faire régulièrement, etc. Comme on peut faire, je sais pas, dans l'électronique ou quelque chose comme ça. Donc on ne rencontre pas ce problème-là dans notre boîte, mais oui, ça, évidemment que ça a eu un impact assez important sur notre valeur de stock. Peut-être une question? Bonjour. Moi, pareil, je travaille sur la transformation digitale et sustainable de la supply chain. J'ai 2 questions. Alors, la première, est-ce que vous avez des outils selon les KPI et les critères pour la sélection de fournisseurs, ou vous passez par EcoVadis, ou pour l'instant, vous accompagnez juste vos fournisseurs pour devenir plus sustainable? Et la deuxième, est-ce que vous avez une solution pour anticiper les risques, pour éviter les perturbations de production, vu ce qui se passe ces dernières années entre les pandémies, les guerres? Donc, est-ce que vous avez une solution qui anticipe et qui adopte une autre stratégie? Ça peut être une stratégie locale pour ne pas tomber dans la rupture de production. Merci. Alors, je vais malheureusement répondre qu'à une de vos 2 questions. La première, je ne serai pas la bonne personne pour y répondre. Par contre, on peut se voir après. Je peux essayer de vous donner des contacts dans ma boîte pour pouvoir échanger là-dessus. Mais ouais, je sais pas. Je ne suis pas suffisamment dans le process pour pouvoir essayer de discuter avec les fournisseurs et les transporteurs, donc je ne connais pas suffisamment. Donc je ne préfère pas répondre à côté, mais on peut s'en parler après. Sur le second point, au niveau logiciel, c'est justement ce sur quoi on travaille. Donc ce qu'on voudrait, évidemment parce que c'est aussi la tendance d'aujourd'hui, c'est d'avoir un système qui vienne nous proposer un planning en prenant en considération les risques. Alors là, par exemple, on a vu dans le nord de la France, on a eu ça en Irlande il y a quelques semaines, où on a ça assez régulièrement dans les pays d'Amérique latine, plutôt d'Amérique centrale, mais on a des gros impacts météorologiques. Donc, évidemment, la météo, c'est très dur à prévoir. Néanmoins, aujourd'hui, on sait que dans le passé, il s'est passé ça, ça, ça et ça, et qu'il y a eu des retards sur la logistique. Un risque sur le canal de Suez, c'est quelque chose qui est exceptionnel. L'anticiper, on ne peut pas avoir un stock qui permette d'anticiper ce genre de risque en permanence. Néanmoins, le jour où l'événement se déclenche, il faut qu'on puisse être réactif et il faut qu'on puisse avoir un logiciel qui puisse nous dire, voilà, on a capitalisé ce qu'il y avait il y a 3, 4, 5 ans, que ça ne dépende pas uniquement de la tête de nos planeurs qui sont experts, mais qu'il y ait aussi un logiciel qui soit là pour pouvoir nous dire, sur ce type d'événement, c'est arrivé 4 fois ces 12 dernières années, voilà la tendance que ça risque de prendre et voilà les actions qu'on propose.
Et c'est pour ça qu'on essaye d'aller de plus en plus vers des outils de machine learning. Bon, mais après, je te laisse parler si tu veux. Mais pour pouvoir au maximum anticiper les risques et prendre les bonnes actions au bon moment. Et pas juste, malheureusement, quand il y a eu le problème du canal de Suez, c'est attendre en croisant les doigts, en espérant que le lendemain, ça allait se libérer. Peut-être juste un mot sur les outils. C'est exactement pour ça qu'on a développé machine learning. Parce qu'on sait qu'il faut apprendre. Et la connaissance, il faut la fidéliser, il faut la mettre en mémoire, au sens propre du terme, du coup, pour pouvoir la réutiliser. Et il faut proposer quelque chose qui soit lisible par les planeurs. Donc les black box, on n'en veut pas. Il faut expliquer pourquoi ce scénario, cette solution-là est portée. Ça améliore ceci, ça atteint tel KPI, ça permet de satisfaire telle demande. Et c'est le gros du travail en machine learning. Et je pense que c'est la next step qu'on a tous passé en machine learning. Peut-être une vraiment toute dernière question où on va rester sur cette idée des risques qui pèsent sur les supply chain. Juste concrètement, dans un outil, le risque, on le formalise comment? C'est quoi? C'est un code couleur ou Non, c'est de la statistique. C'est essentiellement une approche statistique. C'est sur c'est tous les paramètres externes. Ça peut être la météo, ça peut être les grèves, ça peut être des retards, ça peut être des blocages, ça peut être tout un événement sportif, ça peut être ça qu'on fait vivre. Et puis on fait des corrélations. Alors l'algorithme fait des corrélations auxquelles on ne pense pas forcément nous, il les restitue et dit attention, sur ce type-là, il y a un risque. Alors généralement, c'est exprimé en pourcentage ou en indice de 1 à 10. Il y a un risque de 1, de 0, de 10. Et ça permet aux planeurs de prendre les meilleures décisions. Et sur cette base de risque, l'outil peut aussi proposer des scénarios alternatifs. Eh bien, merci messieurs pour cette intervention. Pour poursuivre la discussion, je rappelle que le stand de Blue Yonder, c'est le B37. Juste là. Voilà. Merci messieurs. Merci. À vous.